que je remercie, d'intervenir sur le thème. Alors je vais reprendre l'intitulé exact, mais vous l'avez certainement. Voilà, sous les yeux, critères de choix d'une échelle de qualité de vie avec les applications dans l'autisme. Merci au docteur Picot. Merci pour cette présentation. Donc, moi, je vais effectivement vous parler des critères de choix d'une échelle de qualité de vie dans les études cliniques. Alors, dans mon activité quotidienne, on est amené, en fait, très souvent à aborder ce type de problème, puisqu'on voit, en fait, beaucoup d'études de recherche clinique au niveau du CHU. Et très souvent, en fait, on a cette problématique du choix de l'outil dans l'étude de recherche. Alors, on vient de le voir, mesurer la qualité de vie liée à la santé, en fait, c'est chercher à évaluer les répercussions de la maladie et du traitement qui sont perçues par le patient dans les différentes dimensions de la vie et aussi de l'état de bien-être, qu'il soit physique, psychique ou social. Alors, par ailleurs, dans les études cliniques interventionnelles, encore une fois, donc on veut évaluer une stratégie, on veut évaluer un traitement. On veut répondre clairement à la notion d'efficacité ou non. Et là, on a besoin de critères de jugement d'efficacité qui sont à la fois précis et qui sont fiables. Alors, quand on aborde des mesures subjectives comme la qualité de vie, il faut à ce moment-là impérativement utiliser des échelles de mesure qui sont validées. Alors justement, ces propriétés psychométriques des échelles, il faut garder à l'esprit qu'elles sont évaluées dans un contexte culturel donné. Donc si vous utilisez une échelle qui aurait été développée dans un autre pays, il faudra à ce moment-là penser à revalider votre outil de mesure. Et puis également dans une population qui est bien définie. Soit définie par l'âge, c'est-à-dire enfants, adolescents, adultes, sujets âgés, soit définie par une pathologie. Ça peut être aussi en population générale. Donc on verra les différents types d'outils en fonction du contexte de développement. Ensuite, il ne faut pas oublier de s'intéresser à la façon dont l'échelle a été développée au départ. Il ne faut pas uniquement regarder ses propriétés psychométriques, et il faut bien aller vérifier que cette échelle, elle reflète effectivement le point de vue du patient. C'est pas l'avis des médecins, c'est pas l'avis des proches uniquement, c'est le point de vue du patient. Et qu'est-ce que ça sous-entend ? Et ça sous-entend que l'échelle, elle a été conçue à partir d'entretiens auprès des patients. Voilà. Ça, c'est important d'aller voir ce point. Donc, elle est conçue au travers d'entretiens. Et puis ensuite, évidemment, si c'est possible, elle est complétée par le patient, c'est-à-dire qu'on va utiliser en priorité des autoquestionnaires. Alors, la limite, et tout particulièrement dans le domaine de l'autisme, c'est d'abord chez le jeune enfant. Bien sûr qu'on verra qu'en deçà d'un seuil d'âge, on ne pourra pas utiliser d'autoquestionnaire. Et puis, deuxième point, la présence de troubles cognitifs plus ou moins importants, de retard mental, etc., qui vont faire qu'à ce moment-là, on aura recours à des hétéroquestionnaires, c'est-à-dire des questionnaires qui sont complétés, cette fois-ci, par un proche, et en particulier les parents. Alors, on a différents types d'outils en fonction du domaine qui est couvert. On a différentes classifications des échelles de mesure de qualité de vie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la différenciation entre les échelles génériques qui sont, elles, mises au point en population générale et qui peuvent être utilisées dans toutes les pathologies. Et puis, les échelles dites spécifiques, alors qui sont spécifiques d'une pathologie. Ça peut être aussi spécifique d'un symptôme, la fatigue, ou d'une pathologie, enfin d'une dimension, ça peut être unidimensionnel. Alors ces échelles, elles existent dans de nombreuses pathologies chroniques de l'adulte. On peut dire que pratiquement toutes les grandes pathologies ont leur échelle spécifique. Mais en revanche, chez l'enfant et l'adolescent, c'est beaucoup moins le cas. Donc on verra justement pour l'autisme, c'est un petit peu la difficulté qu'on a. Alors la question qui revient régulièrement, c'est comment choisir l'échelle de qualité de vie la plus adaptée dans le cadre de l'étude que je veux mener. Alors j'ai essayé de simplifier un petit peu la question en la formulant sous forme de 10 points. Des points qui sont relatifs à l'étude, l'objectif, on verra, la population cible, quels critères de jugement principal ou secondaire choisir. Et puis des points qui sont spécifiques au questionnaire. On va les voir point par point. Donc le contenu, les propriétés psychométriques, l'acceptabilité, etc. Alors tout d'abord, les critères de choix qui sont en rapport avec l'étude que je souhaite mener. Le premier, c'est bien sûr l'objectif de l'étude.
Donc si vous souhaitez, dans le cadre de votre étude, avoir un groupe contrôle, par exemple, qui est en population générale, donc des contrôles issus de la population générale sans pathologie a priori, ou si vous souhaitez vous comparer à d'autres pathologies, d'autres pathologies chroniques par exemple, à ce moment-là, il vous faut impérativement utiliser un questionnaire générique. Alors en revanche, si vous voulez comparer différents traitements ou types de prise en charge, comme c'est le cas dans les études interventionnelles, ou si vous souhaitez étudier l'évolution au sein d'une pathologie, eh bien on va privilégier la sensibilité du questionnaire, de la mesure, et là on a besoin d'une échelle spécifique. C'est là où on voudrait faire une mesure un petit peu plus fine, qui sont propres à la pathologie, et voir un petit peu comment ces difficultés évoluent dans le temps. Alors, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'échelle spécifique chez l'enfant et l'adolescent dans l'autisme. Il y a quelques tentatives qui ont été faites, mais qui ne sont pas complètement abouties, on va dire. Chez l'adulte, on a actuellement une échelle qui est proposée, qui est dite spécifique, mais en fait, elle est spécifique en réalité du handicap. Donc, ce n'est pas tout à fait spécificité dans l'autisme. En tout cas, elle est intéressante, cette échelle, puisqu'elle peut venir en complément d'échelles génériques, par exemple. C'est la OUDAS 2. Alors, un petit exemple pour illustrer ce que je viens de vous dire, en particulier sur les échelles génériques chez l'adolescent. Alors, il s'agit d'une étude qui a été réalisée à Tours, où en fait, on souhaitait comparer la qualité de vie des adolescents avec un syndrome autistique, mais autisme de haut niveau, attention, syndrome d'Asperger et autisme de haut niveau, avec une pathologie chronique qui est le diabète, et puis un groupe contrôle d'adolescents sans pathologie. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ils ont retrouvé une altération significative de la qualité de vie, des résultats un petit peu attendus, dans les relations avec les amis, dans le domaine des loisirs, et puis les relations affectives et sexuelles. Alors, en revanche, on trouve une meilleure qualité de vie dans 3 autres dimensions, qui sont les relations avec les parents, les relations avec les professeurs, et puis l'image de soi. Alors je rappelle, ce sont des autistes de haut niveau, donc c'est particulier. Voilà, donc, mais c'est intéressant de souligner ce point. Alors c'est quelque chose, ça, la relation, une meilleure relation avec les parents et avec les professeurs, c'est quelque chose qu'on a observé dans d'autres pathologies chroniques de l'enfant ou de l'adolescent. Donc là, cette différence, elle est significative parce que justement, on est à l'adolescence. Probablement, chez l'adolescent normal, on sait les difficultés qu'on peut rencontrer dans les relations parents-enfants. Voilà. Alors, deuxième critère, c'est la population cible. Alors, population cible, première chose qui est fondamentale, il faut bien sûr que ce soit adapté à l'âge. Si vous travaillez, si vous faites travailler chez l'enfant, il faut que les échelles soient tout à fait adaptées. Il y a certaines échelles, le PET-SQL en particulier, où vous avez différentes versions en fonction des tranches d'âge de l'enfant. Il y a le petit enfant, et puis ensuite vous avez l'enfant autour de 6 ans, et puis après 8-12 ans, etc. Donc vous avez certains questionnaires qui, chez l'enfant, ont fait différentes versions. Vous avez des échelles spécifiques de l'adolescence, on vient de voir, ensuite adulte, voire sujet âgé. La deuxième chose, c'est cette échelle va être complétée ou non par le patient. Alors, on utilisera l'intérêt de l'auto-questionnaire, c'est qu'effectivement, on n'a pas de distorsion et ça reflète clairement le point de vue du patient, mais ça nécessite des questions très simples, en particulier chez l'enfant, une bonne coopération des sujets, donc on l'a vu tout à l'heure, chez le très jeune enfant. On a mis, en fait, la limite d'âge, c'est à peu près 5 ans. Bon, il y en a qui sont plutôt 5-6 ans, on va dire. En deçà de cette limite d'âge, on dit que l'évaluation de la qualité de vie, c'est pas tout à fait... on ne considère pas que ce soit valide, si vous voulez. Alors, dans les cas où l'auto-évaluation n'est pas possible, on va utiliser des hétéroquestionnaires qui sont complétés en général par les parents. Donc, comme je l'ai dit, les très jeunes enfants en présence de troubles cognitifs. Mais là, qu'est-ce qu'on va rencontrer comme difficulté ? Dans différentes études, il y a pas mal d'études dans ce domaine-là, on s'aperçoit que la concordance entre la mesure chez l'enfant et la mesure par un tiers sont assez peu concordantes, en particulier dans les domaines des dimensions émotionnelles et sociales. Et puis, deuxième distorsion qu'on va avoir, c'est l'impact de l'état de santé des parents sur l'évaluation de la qualité de vie des enfants. C'est ce qu'on vient de voir dans la présentation précédente. C'est que la santé mentale des parents, si les parents sont dépressifs, par exemple, on va avoir une évaluation qui va finalement risque d'être sous-évaluée par rapport à ce qu'est réellement la qualité de vie de l'enfant.
Inversement, les capacités d'adaptation psychosociale des familles, quelqu'un qui a de bonnes capacités d'adaptation peut surévaluer la qualité de vie de son enfant. Juste un exemple pour vous montrer la notion d'auto et d'hétéro-évaluation. En fait, on a des questionnaires qui sont tout à fait similaires. C'est-à-dire, on a l'auto-questionnaire chez l'enfant, voilà, et on retrouve strictement les mêmes questions, mais reformulées pour le parent. Donc on voit que les questionnaires sont extrêmement proches. Alors ici, c'est la Kidscreen 27. Il s'agit d'une échelle générique chez l'enfant et l'adolescent. Alors, troisième critère lié à l'étude, c'est la qualité de vie. Est-ce qu'on peut utiliser la qualité de vie comme critère de jugement principal ou secondaire? Effectivement, si le bénéfice attendu, c'est l'amélioration globale dans le cadre d'une pathologie chronique, on a le sentiment que la qualité de vie, finalement, c'est le critère le plus adapté. Alors, il va falloir s'intéresser en fait à la variation du score de qualité de vie entre l'inclusion dans l'étude et puis la fin du suivi. Il faut avoir un état de base et il faut vraiment voir l'évolution de la qualité de vie. On ne va pas simplement à un instant T comparer des scores. On n'est pas tenu de faire des évaluations trop rapprochées parce que la qualité de vie, c'est quelque chose, un phénomène finalement relativement stable dans le temps. Donc on peut espacer les évaluations. Et puis si on a utilisé ce critère comme critère principal, il va falloir construire le protocole autour de cette échelle et calculer le nombre de sujets nécessaires en fonction des scores attendus. C'est pas quelque chose de simple à faire. Alors dans tous les cas, on devra justifier le choix du questionnaire en mettant en valeur les propriétés psychométriques du questionnaire qu'on a retenu, la pertinence du contenu aussi. Alors attention, aujourd'hui, les institutions internationales, la FDA, l'EMEA, les institutions européennes, n'admettent pas la qualité de vie comme critère principal dans les essais cliniques pour obtenir une AMM, encore une fois, attention. En revanche, on l'a vu, dans des études interventionnelles qui sont non médicamenteuses, on voit que de plus en plus, on va utiliser la qualité de vie comme critère de jugement principal. Alors, deuxième grande partie, c'est par rapport aux caractéristiques du questionnaire. Et là, on va s'intéresser en priorité au contenu, les principales dimensions qui sont mesurées. Je rappelle, mais j'ai déjà dit, il faut vérifier la conception regarder comment a été conçu et développé le questionnaire au départ et voir vérifier qu'il s'agit bien d'un questionnaire développé à partir d'entretiens, c'est-à-dire à partir des valeurs des patients et non d'experts ou de l'entourage. L'analyse du contenu, ensuite, donc essayer de voir un petit peu quels sont les concepts mesurés, quelles sont les dimensions étudiées, bien-être physique, psychologique, l'autonomie, on l'a vu tout à l'heure, la relation avec les parents, le soutien de l'entourage, l'environnement scolaire chez l'enfant. Et voir un petit peu si les items, la façon dont les items sont formulés, reflètent bien le concept qui est étudié. Donc en fait, il faut lire le questionnaire. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours fait par les gens qui choisissent leur questionnaire. Commencez par lire attentivement un questionnaire. Vous allez vous-même vous faire une idée de ce que vous souhaitez évaluer. Et puis, bien évidemment, faire l'analyse de l'étude de validation. Alors, un petit exemple du contenu, je ne vais pas tout vous détailler, je n'ai pas le temps, mais vous voyez que, par exemple, si on compare la PET-SQL, sont 3 échelles génériques chez l'enfant, et qui vous montrent un petit peu les différents domaines qui sont évalués. On voit que c'est, par exemple, pour la Kidscreen, on couvre un nombre de domaines très importants, que ce soit au niveau scolaire, isolement, les fonctionnements cognitifs, comportements, etc. Donc on a, en revanche, le PET-SQL couvre moins de domaines. Alors, en contrepartie, l'avantage du PET-SQL, c'est qu'il est d'une utilisation plus simple. Je ne vais pas vous montrer le contenu des 2 questionnaires, mais il est un petit peu plus simple et plus rapide d'utilisation. Voilà. Et le CHQ, qui est un petit peu plus ancien et qui est moins utilisé aujourd'hui. Donc c'est plutôt ces deux derniers questionnaires qui ont pris un petit peu le pas sur les autres à ce jour. Un autre exemple de contenu, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'échelle du handicap de l'adulte, l'AODAS2, pour vous montrer que là, on n'est plus tout à fait sur les mêmes dimensions. On va s'intéresser à la cognition, compréhension, communication, la mobilité, se déplacer ou déplacer, l'autonomie du sujet, les relations sociales, la vie quotidienne dans les activités domestiques, les loisirs, travail, école, la participation à des activités communautaires. Donc on voit que ce type d'échelle peut venir en complément d'une échelle générique, apporter d'autres informations.
Alors, le grand chapitre, c'est les propriétés psychométriques, mais je ne vais pas trop m'étendre sur cette partie-là qui est un petit peu plus technique. 3 propriétés. D'abord, la reproductibilité, c'est-à-dire c'est en fait cette propriété qui va assurer la qualité de la mesure, en tout cas pour un critère subjectif. Il faut que la reproductivité soit forte. Donc, on va faire ce qu'on appelle un test-retest, 2 évaluations rapprochées, afin que l'état du sujet ne varie pas, et voir si effectivement on obtient les mêmes résultats. Donc c'est la concordance entre 2 mesures. La deuxième propriété qui consiste à une évaluation assez vaste, c'est l'aptitude de l'échelle à mesurer ce qu'elle est supposée mesurer. On va distinguer la validité interne, où on s'intéresse au contenu du questionnaire, puis à la structure du questionnaire. On va s'attacher à retrouver les dimensions qui étaient données au départ, et voir si ces dimensions sont relativement indépendantes, c'est-à-dire que chacune apporte une information qui lui est propre. La validité externe, c'est le caractère discriminant de l'échelle. Est-ce qu'entre des formes sévères, des formes moins sévères, est-ce qu'effectivement je vais bien observer une différence de qualité de vie, ou alors contre-critères? Par exemple, la dimension dépression ou émotionnelle, est-ce que c'est bien corrélé à une échelle de dépression, par exemple? Et puis, dernier point, la sensibilité au changement. Alors ça, on s'y intéresse particulièrement dans le cadre des essais, puisque dans les essais, on est sur une étude prospective et on veut effectivement voir si l'intervention va modifier la qualité de vie. Donc, dans le cadre des études interventionnelles, c'est une propriété qui est également importante. Le critère, la 6e question, c'est la notion d'adaptation et de validation en français. Si l'échelle a été développée, validée en langue étrangère, en général c'est en Angleterre ou aux USA, à ce moment-là, on devra faire un petit travail d'adaptation conceptuelle. C'est-à-dire qu'une bonne traduction, même une très bonne traduction sémantique, en fait, est considérée comme insuffisante, d'accord, pour assurer l'équivalence interculturelle. Il faut s'assurer que les concepts mesurés sont bien les mêmes en fonction des valeurs du contexte culturel dans lequel on se situe. Donc en fait, il y a une méthodologie qui a été proposée. On demande à traduire donc d'abord de la langue source vers la langue cible, en faisant des traductions indépendantes par des sujets qui sont parfaitement bilingues. Donc on fait une version consensuelle et ensuite on fait une rétro-traduction. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu curieux comme principe. Mais l'idée, c'est pas de retomber strictement sur une échelle qui est équivalente d'un point de vue sémantique, mais c'est de voir si on n'a pas des écarts de concepts. Le fait d'être passé d'une culture à l'autre, comme ça, peut-être qu'en revenant à l'origine, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des divergences de concepts sur ce qui est mesuré. Donc c'est ça l'idée de la rétrotraduction. Voilà. Ensuite, on va tester auprès d'un panel de patients la compréhension, l'acceptabilité, et puis s'il y a lieu, on va adapter les pondérations sur les items. Un autre point qui est très important, c'est l'acceptabilité. Alors pourquoi c'est important? Elle va complètement conditionner l'adhésion au fait de remplir ou pas cette échelle. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'abord d'avoir des items qui sont simples, court, aucune ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a une seule idée dans un item, une seule idée, une seule action ou un seul concept. Il faut absolument éviter le vocabulaire technique. Une question où il y a un mot difficile, technique, vous n'aurez pas de réponse. Enfin, vous aurez un taux de non-réponse important. Le nombre d'items doit être limité, attention, parce que le temps de passation, ça c'est un temps de passation moyen, c'est-à-dire en gros quand ça se passe bien, c'est 15-20 minutes pour le Akit Screen, par exemple 52 items. 10-12 minutes pour la 27 items et puis 3 à 5 minutes pour la 10 items. Mais si vous avez le moindre petit trouble cognitif ou un petit ralentissement, etc., vous allez avoir le temps multiplié par 3 et tout de suite, ça devient très fastidieux. Donc attention au nombre d'items à compléter. Les modalités de réponse aux items, là aussi, il faut que ce soit simple et adapté, en particulier pour l'enfant. Et puis, il y a une sanction qui est immédiate, c'est que si un item il est mal formulé, s'il est peu compris, vous aurez un taux de non-réponse important. D'accord ? Donc dès que vous voyez un item, si vous constatez que sur un questionnaire que vous avez utilisé, un item est mal rempli, allez revoir la formulation et la façon dont il est présenté. Un petit mot sur la période de rappel, mais ça c'est un petit détail. La période de rappel, c'est la période sur laquelle porte l'évaluation.
L'idée, c'est de limiter les imprécisions dans les réponses des sujets. Pour l'enfant, il faut que la période elle soit très courte. Hein, c'est quelques jours, en général, c'est pas plus d'une semaine. Exemple de la Kidscreen, hein, c'est à propos de ta santé, si tu penses à la semaine dernière. Pour l'adulte, en général, on est plutôt sur 4 semaines, mais parfois c'est moins, c'est de 1 à 4 semaines. Voilà. Un tout petit mot aussi sur le paragraphe introductif. C'est souvent, on n'y pense pas toujours, mais il faut qu'il incite en fait à éviter les réponses manquantes. D'accord ? Donc regardez aussi comment il est rédigé. Parfois, vous avez des paragraphes introductifs qui font 1 page. D'abord, ils ne sont pas lus. D'accord ? Et puis ensuite, ça va un petit peu, ça ne va pas motiver les patients à remplir le questionnaire qui suit. Voilà. Le dernier point, la dernière question, c'est score et interprétation, mais je ne vais pas trop développer. C'est comment calculer les scores. Hein. Est-ce qu'on a un score total ? Est-ce qu'on a un profil pluridimensionnel ? Est-ce qu'il faut pondérer les items ? Ça, c'est un petit peu plus technique. De même que le guide d'utilisation. Donc il faut que ces informations, vous les ayez à disposition. Hein. Si vous voulez utiliser un questionnaire, il faut que vous ayez ces informations. Pour d'abord savoir interpréter les scores, donc calculer les dimensions, savoir quels sont les concepts mesurés, éventuellement s'il y a des normes disponibles, c'est-à-dire est-ce qu'en population générale, on a des valeurs pour ces questionnaires, de façon à pouvoir se comparer à une valeur de référence. Alors je vous invite à consulter cet ouvrage de Bruno Falissard sur les mesures de la subjectivité en santé, qui est très intéressant et qui parle justement, qui discute beaucoup sur ces points. Donc pour conclure, le choix d'un questionnaire de qualité de vie, c'est pas facile. Il faut d'abord bien rechercher l'ensemble des instruments disponibles, donc faire une bonne revue de la littérature, prendre le temps de lire les questionnaires, de s'assurer de la pertinence du contenu, des questions par rapport à la population, s'assurer de la clarté des questions et des modalités de réponse. Et puis bien sûr, dans le cadre de l'autisme, on va utiliser des questionnaires où il y a à la fois l'auto-questionnaire qui est disponible et l'hétéro-questionnaire rempli par les proches. Générique ou spécifique, eh bien ça sera fonction de l'objectif. On peut associer les 2 échelles quand ça apporte une information complémentaire. Bien sûr, choisir des échelles déjà validées. Ne vous lancez pas dans la construction d'une échelle, sauf si vous êtes une équipe, vous appartenez à une grande équipe. C'est un travail qui est très lourd, qui prend plusieurs années. C'est un travail collaboratif. Et puis après, vous n'aurez pas de comparaison par rapport à d'autres études et d'autres pathologies. Donc c'est un petit peu restrictif. Donc l'intégration de la mesure de qualité de vie dans une étude de recherche clinique, eh bien, finalement, on est soumis aux mêmes rigueurs que pour n'importe quel autre paramètre. Et puis, je voulais rappeler que c'est un enjeu important parce que ça va participer à la prise en charge globale du patient, dans la mesure où on va s'intéresser à tous les aspects du bien-être de ce patient. Voilà, je vous remercie.